Lundi, midi, Édouard Philippe s'exprimera au Grand Palais. Qu'est-ce il faut espérer des propos du Premier ministre? D'abord, un début de décision, de suggestion, de proposition efficace et concrète. Il faut absolument rien du tout espérer des propos du Premier ministre. Avant même le grand débat, le démarrage du grand débat qui a été une vaste mascarade et un énorme enfumage, Emmanuel Macron avait dit lui-même que de toute façon la feuille de route du gouvernement ne changerait pas, c'est-à-dire maintien de l'ISF. Et puis on voit là une petite musique commencer à tourner dans les oreilles sur cette énorme attaque contre le régime des retraites où le gouvernement, semble-t-il, voudrait repousser l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Donc ça, c'est pour moi, je le prends comme un énorme cocktail Molotov lancé contre l'ensemble du monde du travail. De ce grand débat, il va strictement rien sortir pour la population, pour le monde du travail, pour les salariés, les retraités, les chômeurs. Et de toute façon, Emmanuel Macron, il a décidé, parce que c'est son camp, c'est ses amis, absolument de ne pas faire payer les riches, de ne pas faire payer les capitalistes des grandes entreprises, de ne pas faire payer ses amis qui sont les milliardaires de ce pays. Donc de toute façon, on peut strictement rien à attendre, sinon de nouvelles attaques, des coups, et que ça soit encore à nous, les travailleurs, les retraités, de mettre la main à la poche. Il y a clairement deux visions qui s'opposent. Hein. Tout à fait. Le grand débat pour vous, Mathieu Kiep, il est essentiel, il a été essentiel. La synthèse qui va en être faite est très attendue. Elle sera primordiale pour mettre fin à cette crise des Gilets jaunes. C'est ce que vous nous dites en substance. Mettre fin à la crise des Gilets jaunes si le gouvernement et la majorité sont capables d'apporter les réponses nécessaires. Le Premier ministre a dit que les réponses... Attendez, le Premier ministre a dit jeudi dernier, chez vos confrères, que les réponses seraient puissantes. C'est-à-dire qu'ils ont, semble-t-il, pris conscience qu'il y avait des attentes extrêmement fortes après 21 week-ends de mobilisation sociale. Aujourd'hui... Et pour beaucoup, il y a urgence. Et il y a urgence, mais attendez, on a quand même beaucoup oublié que 10 milliards ont été mis sur la table comme mesure d'urgence au début du mois de décembre. 10 milliards, ça n'est pas rien. Vous parliez de l'ISF tout à l'heure. Moi, je suis très tranquille sur la question de l'ISF. On a proposé, nous, à l'Union des démocrates et des écologistes, de revenir sur cette réforme de début de quinquennat qui n'a pas été un bon signal et de réimposer un ISF vert, c'est-à-dire qui serait fléché sur la question de la transition écologique et énergétique pour éviter que ce coût nécessaire de la transition écologique et énergétique pèse sur les foyers les plus modestes, notamment dans les territoires ruraux. C'est une bonne initiative stratégique, sécuritaire, d'avoir cloisonné, interdit à la manifestation les Champs-Élysées. On se souvient de cette image de l'Arc de Triomphe qui avait été vandalisé le 1er décembre. Je ne sais pas. Vous savez, de toute façon, on constate que ça n'empêche pas les manifestations. Voilà, et les Gilets jaunes continuent samedi après samedi à manifester, tout aussi nombreux, parce qu'on a à chaque fois des chiffres de la police, et on n'a que ceux-là qui nous sont livrés. Il n'y a pas de comptage indépendant, et on sait très bien que les chiffres de la police, les chiffres du ministère de l'Intérieur minorent extrêmement le nombre de manifestants. Et vous savez, les manifestations, elles continuent, parce qu'il n'y a strictement rien qui est réglé sur les revendications de départ. Les revendications de départ, je les rappelle quand même, c'est cette question essentielle du pouvoir d'achat qui a été posée d'une manière nationale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter les salaires, augmenter les pensions de retraite, augmenter les allocations. C'est cette question de vivre dignement de son travail, vivre dignement de son salaire, vivre dignement de sa pension de retraite. Et on est bien conscient que en face, le gouvernement ne veut strictement pas répondre à ces revendications, parce que pour y répondre, il faudrait taper, il faudrait s'attaquer dans les profits des grandes entreprises. C'est pas simplement l'augmentation du SMIC que demandaient les faire, comme vous nous le répétez depuis plusieurs semaines, des grèves au sein des grandes entreprises. J'en venais. D'abord, il faut savoir contre qui on doit s'attaquer. On doit s'attaquer aux actionnaires de ces grandes entreprises qui monopolisent toutes les richesses de ce pays, les centaines de milliards qui sont produites, qui sont fabriquées dans toutes les entreprises du pays par l'ensemble du monde du travail. Et bien sûr que la perspective efficace, positive de cette contestation qui a démarré sur les ronds-points, qui a démarré tous les samedis, ça serait que cette contestation, elle entre dans les grandes entreprises, qu'elle prenne corps sur l'ensemble des travailleurs, parce que c'est eux qui sont au cœur du système, c'est eux qui sont au cœur du système économique, c'est eux qui sont les mieux à même à peser sur les décisions
décisions, non seulement du pouvoir politique, mais sur les décisions des actionnaires des grandes entreprises. Il faudrait que ce soit une initiative générale et commune à plusieurs grandes entreprises. Donc, nationale, alors. Un mouvement général, national. On se souvient, lors de la grève de la SNCF, l'impact avait été moindre. Tout à fait, vous avez raison. Cette grande grève des cheminots qui a duré plusieurs semaines n'a pas réussi à faire reculer Emmanuel Macron, parce que là, il s'attaquait directement aux intérêts privés. La réforme de Emmanuel Macron sur le pacte ferroviaire, sur la SNCF, c'est à terme découper la SNCF, cette entreprise, en plusieurs morceaux pour privatiser, comme le fait aujourd'hui le gouvernement avec ADP. C'est donner encore des cadeaux aux plus riches de ce pays pour encore un peu plus s'enrichir. Les Gilets jaunes se sont attaqués, premièrement, à cette augmentation de la taxe sur les carburants, où Emmanuel Macron avait une marge de manœuvre pour reculer. Et bien sûr qu'il a reculé. Il a gelé pour un an, seulement pour un an, l'augmentation de la taxe sur les carburants. Sur les augmentations des tarifs EDF, on voit bien que là, ça a duré que 6 mois et qu'au 1er juillet, on va avoir 6% d'augmentation sur les tarifs de EDF. Ça veut dire que derrière, il faudrait augmenter les salaires et que les salaires augmentent en fonction de l'augmentation des prix. Parce que sinon, c'est toujours les travailleurs, toujours les retraités qui sont les dindons de la farce. Alors, il a mis 10 milliards sur la table. Effectivement, 10 milliards sur la table. Mais les grandes entreprises privées, elles ont payé quoi? Zéro. C'est nous, les contribuables, qui finançons ces 10 milliards qui ont été mis sur la table. Alors ça a été un premier succès du mouvement des Gilets jaunes, qui a été le fruit du rapport de force qu'ils ont réussi à instaurer. Mais pour que ce rapport de force soit plus important, pour qu'aller encore plus loin, pour faire reculer encore plus loin Emmanuel Macron, mais pas que Emmanuel Macron, les actionnaires de ces grandes entreprises, oui, il faut que cette contestation, elle entre dans les grandes entreprises, et puis qu'on occupe les usines. Occuper les ronds-points, c'est bien. Occuper les usines, les entreprises, les banques, c'est encore mieux. Donc ça veut dire des Gilets jaunes dans les entreprises. C'est ce que vous voulez dire, là. Il faudrait que les travailleurs, et ça, moi, j'en appelle à la lutte, j'en appelle à la grève, il faudrait que les travailleurs de toutes les grandes entreprises, mais pas que les grandes entreprises, mais surtout les grandes entreprises, démarrent une grève, se mettent en grève, prennent conscience qu'ils ont des intérêts à défendre dans cette société et qu'ils ne pourront les défendre que si on se mobilise, nous, tous ensemble, et ça serait un mouvement complémentaire à celui des Gilets jaunes. Mathieu Cuip. C'est très intéressant. On est en train d'assister au fond à une forme de récupération d'un mouvement qui est né. Pardon, le mouvement est né hors des syndicats. Vous m'avez mal. Non, je vous coupe juste un instant. Vous m'avez pas écouté. C'est complémentaire. C'est complémentaire du mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez bien que vous n'avez pas réussi en tant que formation syndicale à prospérer sur ce mouvement des Gilets jaunes, à reprendre leurs revendications. Et au fond, les manifestations aujourd'hui dans lesquelles un certain nombre de centrales syndicales se sont greffées, n'ont pas du tout été organisées par vos soins. Et donc, le mouvement des Gilets jaunes, je crois qu'il n'a aucune envie d'être récupéré sur quelque territoire que ce soit par une centrale syndicale. Et on ne veut absolument pas le récupérer. Comment je dois vous le dire? On ne veut pas le récupérer. On veut démarrer des mouvements dans les entreprises pour être complémentaire du mouvement des Gilets jaunes. Si vous pensez que la solution, c'est une notion que vous n'arrivez pas à comprendre. Un certain nombre d'acquis sociaux, c'est de bloquer les entreprises qui, par ailleurs, ont contribué au moment du plan de 10 milliards, puisqu'elles ont versé des primes exceptionnelles à un certain nombre, à plusieurs millions de salariés en France. 2 millions sur 22. Pardon, mais 2 millions de salariés sur 22. De salariés, 2 millions, pardon, ça n'est pas rien. Quand vous voyez... mais on est loin du compte. Moi, je vois dans mon territoire... Quand vous savez que la revendication des Gilets jaunes, c'est le pouvoir d'achat. Quand vous êtes à la fin du mois à 5 € et que vous obtenez 1 500 €, 1 200 € de primes exceptionnelles... 1 200 € de primes exceptionnelles. Vous avez vu jouer ça où? Dans quelle entreprise? Dans certaines entreprises. Un énorme groupe industriel, multimilliardaire comme PSA, ça a été que 600 €, et encore des fois, ça a été même 400 €. Chaque groupe a eu sa politique. Enfin, in fine, dans un certain nombre d'entreprises. La moyenne, c'est 500 € qui ont été versés. Je ne vais pas vous les citer ici, mais enfin, vous avez quand même... Pardon. Non, je dis un certain nombre d'entreprises privées, contrairement à ce que vous venez de dire, qui ont contribué au plan national. Certes, peut-être pas assez selon vous, mais enfin, in fine, ils ont versé à leurs salariés, certains qui sont vraiment à l'euro près à la fin du mois, et vous avez raison de le souligner. Et ça, c'est le résultat du rapport de force qui est un rapport de force que les syndicats n'ont pas engagé, mais effectivement par un mouvement des Gilets jaunes. Il est vrai que dans certaines entreprises, il y a eu des primes liées à l'initiative du président de la République. Ça, vous pouvez, Jean-Pierre Mercier, vous en féliciter ? Mais bien sûr. Et alors, je dis merci aux Gilets jaunes. Parce que cette prime, nous on l'a appelée, en tout cas chez PSA, on l'a appelée la prime Gilets jaunes. Parce que c'était pas la prime Macron, c'était la prime issue du mouvement des Gilets jaunes, issue d'un rapport de force qu'ils ont réussi à instaurer. Et entre nous, il n'y a pas eu de dialogue. Personne ne conteste. Mais je précise les choses. Il n'y a pas eu de dialogue entre Macron et puis les Gilets jaunes. Il n'y avait pas de représentants des Gilets jaunes. Il n'y a pas eu de négociation, pas eu d'accord signé.
Ça a été du frontal. Le rapport de force a imposé ça à Emmanuel Macron. Maintenant, pour revenir sur les grandes entreprises, 2 millions de salariés ont bénéficié de cette prime gilet jaune sur 22 millions. Et il y a tous les salariés de la fonction publique qui ont eu 0. Les précaires, les intérimaires, ils ont eu 0. Donc on est très loin du compte. Et encore une fois, c'est pas une prime qu'il faudrait. Et là, je m'éloigne de la revendication des gilets jaunes. Je pose le problème réellement du pouvoir d'achat. Pour le régler, il faudrait augmenter fortement les salaires, augmenter fortement les pensions de retraite et puis surtout imposer un système qui fasse que nos salaires augmentent en fonction de l'augmentation des prix. Parce que sinon, c'est toujours nous qui nous faisons avoir. Et ça, on en a marre de faire des sacrifices, on en a marre de payer pour les riches. Voilà, donc il faudra, et pour imposer ce système-là, c'est pas simplement en occupant les ronds-points, et donc c'est là où c'est un mouvement, moi je milite pour un mouvement qui soit complémentaire du mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui entre dans les entreprises pour être plus fort. Gilets jaunes, plus travailleurs occupant leurs entreprises, là on est les plus forts. Finalement, dans ce qu'on entend, là, la figure des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, vos revendications, elles ne sont pas si éloignées de celles des Gilets jaunes en tant que syndicaliste. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu encore de convergence entre les syndicats et le mouvement des Gilets jaunes? Écoutez, les Gilets jaunes ont réussi à poser très clairement la question du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat et puis de vivre dignement de son salaire, vivre dignement de sa pension de retraite. Ils ont obtenu un certain nombre de reculs de la part d'Emmanuel Macron en décembre dernier. Arnaud Montebourg disait ils ont réussi à obtenir en 2 mois ce que vous n'avez pas réussi à obtenir en 20 ans. C'est ce qu'il nous a dit la semaine dernière. Alors, Montebourg, il me fait rigoler, parce que Montebourg, quand il a été au gouvernement, il a fait exactement la même politique. Pour être tout à fait honnête, la fin de sa phrase, c'était « et plus que moi en 5 ans ». Ah ben lui, qu'est-ce qu'il a obtenu en 5 ans quand il a été au gouvernement? Je l'ai vécu avec tous mes camarades de PS à Aulnay. Il a validé la fermeture de cette usine de plus de 3000 salariés PSA à Aulnay-sous-Bois. Donc oui, lui, il a fait énormément de mal au monde du travail. Donc je m'en souviens très bien de Montebourg. Très franchement, ces leçons, il peut se les garder. Mais qu'est-ce que les Gilets jaunes ont de plus que vous, syndicats? Les Gilets jaunes, c'est un mouvement populaire qui a réussi, encore une fois, à mettre sur la table différentes revendications qui sont essentielles parce qu'il y a de la colère dans le pays. Il y a de la colère dans le monde du travail, il y a de la colère chez les retraités, il y a de la colère chez les chômeurs, chez l'ensemble des salariés parce qu'on vit de plus en plus mal, y compris quand on a encore un travail avec un salaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on voit qu'à l'autre pôle de la société, vous avez des milliardaires qui s'enrichissent de plus en plus. Je vais citer le plus grand, Bernard Arnault, qui est, selon le magazine Forbes, le 4e milliardaire le plus riche au monde. C'est pas rien du tout. Il a gagné 3,5 milliards en 2018. Ce sont des gens qui ont cadeau sur cadeau. Ces grandes entreprises bénéficient de 40 milliards par an de CICE, d'aide d'argent public. Ils servent à quoi? Ils servent à licencier à tour de bras. Donc vous savez, moi je milite pour que justement cette contestation qui a été initiée, démarrée par le mouvement des Gilets jaunes, entre dans les entreprises. Alors vous allez me dire pourquoi les travailleurs sont pas en grève? Ils sont pas en grève encore pour l'instant parce que c'est compliqué de se mettre en grève. Ça veut dire s'affronter à son patron, ça veut dire des risques, voilà, ça veut dire aussi des sacrifices, et c'est pas si évident que ça de se mettre en grève. Par contre, c'est la solution. Je me permets de vous reposer la question. Les revendications sont sensiblement les mêmes. Oui. Pourquoi est-ce que les Gilets jaunes ne veulent pas de syndicats dans leur rang? Alors je pense que ça a évolué. Au tout début, ça a été ça. Ça a été l'apolitisme, ça a été contre les syndicats. Et puis, en fait, les Gilets jaunes, ils en ont fait de la politique. Ils ont fait que de la politique, en fait, sur le fond. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions entre certains partis politiques, entre certains syndicats. Et puis, il y a cette prise de conscience qu'il faut être plus nombreux. Et pour être plus nombreux, eh ben, il faut trouver aussi des revendications communes. Et ces revendications, elles sont, pour l'essentiel, extrêmement communes. Maintenant, il y a les modes d'action. Les modes d'action des Gilets jaunes, c'est d'occuper les ronds-points et de manifester les samedis. Moi, le mode d'action que l'on défend à Lutte ouvrière, c'est justement un mouvement général, une prise de conscience de l'ensemble du monde du travail pour lutter collectivement et peser sur les décisions des grands patrons, mais aussi du gouvernement. Et pour ça, ça se passe au cœur de l'économie, au cœur de la société.
salariés, ça veut dire au cœur des entreprises. C'est là où, parce que nous faisons tout fonctionner, nous les travailleurs, c'est nous qui pouvons, par notre place centrale dans l'économie, peser sur les décisions des grandes entreprises et imposer nos conditions. Ça veut dire augmentation des salaires, imposer un système qui fasse que nos salaires augmentent en fonction des prix. C'est interdire les licenciements parce que le chômage pèse extrêmement lourd. Et puis c'est aussi imposer de la part des travailleurs un contrôle sur toutes les décisions qui sont prises dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Alors justement, donc il y a une première avancée sur la fameuse taxe GAFA qui est extrêmement impopulaire chez les financiers mondiaux, mais que la France et une partie de l'Union européenne... On s'éloigne un peu des revendications des Gilets jaunes, permettez-moi de vous le dire, là, dans les médias. Là, hein. En l'occurrence, la question c'est la répartition des richesses. Comment la question c'est l'augmentation des salaires. C'est de pouvoir vivre avec son salaire et de pouvoir vivre avec sa famille sur son salaire qui est le seul revenu. C'est pas la question uniquement de l'augmentation du salaire, c'est la question de l'augmentation du pouvoir d'achat. Or, si vous augmentez évidemment le salaire, certes, vous avez une réponse, mais la réduction du coût, notamment de la transition écologique, notamment des impôts, etc., pour les Françaises et les Français, ça crée du pouvoir d'achat. Et en conséquence, il faut trouver des ressources. Parce que, sur notre compte en banque, ça, on ne le voit pas arriver. Enfin, c'est ça le problème. C'est là où, quand vous parlez de transition écologique, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Ce que les Gilets jaunes nous demandent, ce que l'ensemble du monde du travail demande, lorsque vous avez une aide pour isoler votre domicile, aujourd'hui, vous avez la possibilité de 80% de financement public. Or, une isolation de votre domicile, c'est 90% de réduction sur votre facture de chauffage. C'est du pouvoir d'achat, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est à la fin de l'année, vous avez payé 90% de moins que ce que vous payez l'année d'avant. Clairement, c'est une économie. 50 secondes, Jean-Pierre Mercier. Écoutez, ce qu'on demande, c'est pas des aides. C'est pas des aides, c'est de pouvoir, parce que ça c'est étonnant quand même, enfin c'est pas si étonnant que ça, mais la question de l'augmentation des salaires, de tous les salaires, pas simplement du SMIC, de l'augmentation des pensions de retraite, pour pouvoir vivre dignement de son seul revenu dont on dispose, c'est-à-dire le salaire, l'allocation ou la pension de retraite, ça c'est jamais abordé par l'ensemble des partis politiques qui sont aujourd'hui au gouvernement ou qui l'ont été. Et ça, on ne pourra le faire, la régler qu'en s'attaquant au profit des grandes entreprises et en les faisant payer, en leur faisant mettre la main à la poche. Et on va faire une courte pause.